2 juillet 1969, Georges Pompidou vient de succéder au général de Gaulle et donne sa première conférence de presse. Les Israéliens comptent sur lui pour lever l'embargo, ils sont déçus. Non seulement le nouveau président le maintient, mais il accentue même l'ouverture de la France au monde arabe. La France se doit, vous vous en doutez, de défendre ses propres intérêts moraux et matériels, qui sont considérables et très variés dans tout le bassin méditerranéen et qui tiennent en particulier aux bonnes relations anciennes ou renouvelées que nous entretenons avec les nations arabes. Pour Israël, désormais, la France est devenue pro-arabe. Alors l'État hébreu ne va plus prendre de gants avec son ancien ami. 24 décembre 1969, toute la France s'est arrêtée pour célébrer Noël. Ce soir-là, l'amiral Mokalimon est à Cherbourg pour une opération secrète. L'homme qui avait déjà fait passer clandestinement les pièces du Mirage en Israël veut maintenant récupérer 5 vedettes lance-missiles commandées par l'État hébreu qui les juge indispensables pour protéger ses côtes. Elles sont bloquées au port de Cherbourg à cause de l'embargo. Pour Mokalimon, Noël est l'occasion d'agir. Je cherchais quel était le bon moment pour faire sortir les vedettes du port. Comme on approchait de la fin de l'année, je me suis dit, Noël, c'est parfait. C'est une période creuse, tout le monde sera en vacances. Pour récupérer leur bateau, les Israéliens ont monté une société fictive, la Starboat, une société du Panama installée en Norvège. La Starboat propose aux Français de racheter les vedettes, officiellement, pour forer du pétrole. La France n'a aucune raison de refuser et donne son autorisation. Cette nuit de Noël, sous les ordres de Mokalimon, 125 marins israéliens aguerris s'apprêtent à quitter le port de Cherbourg. Ils sont supposés conduire les vedettes en Norvège comme prévu, mais en réalité, ils ont l'intention de faire route vers le sud. Alors ils veulent que leur départ soit le plus discret possible. Chaque vedette avait 4 moteurs de 2000 chevaux chacun. Vous imaginez le bruit terrible quand ça démarre? Alors j'ai dit aux équipages, synchronisez vos montres. Et les 5 bateaux ont déclenché leurs moteurs en même temps. 2 heures du matin. Alors qu'une énorme tempête fait rage, un autre militaire israélien dirige les opérations à bord, le capitaine Moshe Tabak. Il sait que sa mission est extrêmement risquée. Avant de partir, j'ai demandé à l'un de mes marins « Comment tu te sens ?» Et il m'a dit « J'ai très peur ». Je lui ai dit « T'inquiète pas, moi aussi j'ai peur ». On craignait que les Français nous bombardent ou essaient de nous rattraper. Mais les heures passent sans aucune réaction des Français accaparés par les fêtes de Noël. Quand les vedettes, 2 jours plus tard, arrivent au détroit de Gibraltar, au sud de l'Espagne, Paris ne sait toujours pas ce qui s'est passé. J'ai allumé la BBC, ils se moquaient des Français qui continuaient à chercher leurs vedettes. Cela faisait 30 heures qu'on était partis. Donc ça leur a pris beaucoup de temps. C'était parfait. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il faudra 2 jours au ministre de la Défense Michel Debré pour découvrir la vérité. Il est tellement en colère qu'il demande l'intervention de l'armée. Debré est devenu fou. Il est devenu fou. C'était la dignité de la France qui était en jeu. Il a envisagé de faire intercepter les vedettes de Cherbourg. C'est-à-dire de leur tirer dessus en mer? Il n'y a pas d'autre moyen. Donc il y avait une seule solution, c'était d'envoyer l'aviation. Mais envoyer l'aviation, quand on connaît les Israéliens, ça n'avait de sens que si les avions ne s'étaient pas limités à des tirs de semonce, mais s'ils avaient tiré au but. Le président Pompidou refuse d'aller aussi loin. Il demande à son ministre des Affaires étrangères, Maurice Schumann, de contacter d'urgence l'ambassadeur de France en Israël, qui, lui, trouve porte close. J'étais prié d'intervenir immédiatement auprès du ministre des Affaires étrangères israélien pour lui demander des explications. Je n'ai pas pu trouver M. Eban
Il n'était pas là. Je ne veux pas employer de mots vulgaires, mais enfin, nous avions un peu l'air d'être des imbéciles, ça c'est tout à fait vrai. Au petit matin du 1er janvier, la France assiste impuissante à l'arrivée des 5 vedettes en Israël, sous les applaudissements. Les journalistes du monde entier se pressent pour recueillir le témoignage des marins, fêtés en héros. Commandant, est-ce que vous êtes content des bateaux français? Oui, ces vedettes sont très bien. À Paris, l'heure est au règlement de compte. Mokalimon, l'homme par qui le scandale est arrivé, est prié de quitter la France. Il joue le parfait innocent. Amiral, vous quittez Paris dans quel état d'esprit? Dans un très bon état d'esprit, avec beaucoup de regrets, après toutes les années que je suis passé ici, avec une conscience très tranquille. L'affaire des vedettes fait la une de la presse, qui ne se prive pas d'ironiser sur le mauvais coup joué par Israël à la France. 2 hauts gradés français sont limogés, le général Bonte et le général Cazel. Les 2 hommes font partie de la commission qui a donné son accord au départ des vedettes vers la Norvège. Alors cette commission a-t-elle été dupée ou au contraire savait-elle qui se cachait derrière la soi-disant société panaméenne? Selon les Israéliens, il y a forcément eu des complicités françaises. C'est une société inconnue du Panama qui n'a qu'une boîte postale à Oslo, quoi. C'est la première chose qu'ils auraient dû découvrir. Et s'ils ont donné leur accord pour la vente d'armes à ce genre de boîte postale bizarre, c'est qu'ils étaient complices. Et il y avait le ministère de la Défense, le ministère des Finances, le ministère des Affaires. Tous les ministères étaient concernés et étaient là-dedans.